bonjour. Aujourd'hui, un menu plutôt varié, très éclectique. Alors, Vincent Dedin, vous êtes docteur psychiatre, professeur de psychiatrie à l'Université de Lille. Et alors, vous publiez un livre, Anorexie, boulimie. C'est vrai, ça touche énormément de gens. Hein. 600 000 personnes. Ouais. Mais on vous l'expliquait comment ? Je pense qu'il y a une réalité médiatique, il y a une réalité sociétale. On est dans un monde où la question du diktat du corps est très important, avec des femmes qui doivent être élancées, des jambes fines. Il suffit de regarder les mannequins sur les affiches à Paris. Hein. Exactement. Ouais. On en parle dans un instant. Alors, à côté de vous, vous le connaissez parce qu'il est omniprésent dans les médias. Brice Ceinturier, bienvenue, directeur délégué d'Ipsos, prof à Sciences Po. Et vous publiez Plus rien à faire, plus rien à foutre. D'abord, je vous félicite, prix du livre politique. En revanche, les académiciens m'ont dit qu'ils n'étaient pas très contents. Plus rien à foutre, là, vous avez écorché la langue française, peut-être. Hein. D'abord, c'est entre guillemets, puis un sous-titre aussi. Oui, je sais bien, oui. Mais alors, non, ce n'est pas gratuit. Ça correspond à d'abord ce que j'entends et ce qu'on peut observer entre un rejet policé, plus rien à faire, et un rejet plus brutal. Ouais. Alors vous qui êtes une sorte de stakhanoviste, comment vous arrivez à tout faire ? Parce qu'on vous voit sur toutes les chaînes. Moi, je vous vois sur France 5 à 6h-10. Je vous vois sur iTélé. Dès qu'il y a un commentaire politique, vous êtes là. Vous avez le temps d'enseigner et d'écrire. Oui, puis de travailler, parce que... oui, j'ai oublié, vous êtes patron d'Ipsos, oui, c'est vrai. Oui. C'est quand même de travailler, de faire des études, de les analyser. Bon, plus rien à faire, plus rien à foutre, on en parle dans un instant. L'occasion d'aller se détendre au théâtre, ça fait du bien, vous êtes d'accord ? Je le répète jamais, je le dirai jamais assez, on est dans une période un peu anxiogène et aller au théâtre, ça fait du bien. Alors on va courir au théâtre Beau-Saint-Martin pour applaudir Béatrice Constantini, qui a un parcours assez atypique et étonnant. Mais là, Made in Paris, vous rendez hommage à toutes les chansons à la gloire de notre capitale. Hein. Oui, parce que je trouve que c'était intéressant que tout ce patrimoine soit revisité, parce que les jeunes, évidemment, ne connaissent pas ces chansons. Et dès qu'on parle de Paris, ils ont l'impression que c'est vieillot. Et c'est ça qu'il fallait enlever de la tête des gens. Oui, mais vous avez eu l'intelligence de le mettre à la sauce d'aujourd'hui. C'est pop, c'est rock, c'est techno, c'est disco, c'est tout ce que vous voulez. Bon, allez, on va parler d'un sujet sérieux avant de nous détendre. Hein. Oui. Anorexie, boulimie. Alors, c'est extraordinaire parce que vous l'expliquez, ces maladies, ce sont des maladies ? Ce sont des maladies. Oui. Ce sont des maladies. Vous racontez des petits contes. Alors, par exemple, je cite, elle vivait en joyeuse harmonie avec les siens, et pourtant un jour s'est imposée à un régime drastique. Elle dépérit en silence. Comment retrouver le goût de vivre ? Et vous reprenez des contes qu'on connaît, qu'on nous apprenait quand on était tout petit. Voilà, tout à fait, parce que le conte a ce mérite de pouvoir exprimer des émotions complexes de façon très simple et qu'on n'ose pas toujours exprimer. Peau d'âne, la relation au père, le petit chaperon rouge, la question de la sexualité à l'adolescence. Ouais. Et c'est tout ça qui permet de pouvoir aborder simplement des choses graves et sérieuses. Alors vous êtes inspiré d'histoires vraies, des sujets souverains que vous soignez avec votre équipe depuis, je ne sais pas, plus de 20 ans. Hein. Alors l'addiction, c'est quoi ? C'est un combat ? C'est un fléau en tous les cas. Oui, c'est un combat parce que c'est un comportement qu'on ne maîtrise plus. Hein. On est dépassé par son comportement, par sa compulsion, qu'elle soit alimentaire ou par rapport à d'autres produits. Et donc, les deux causes, l'anorexie et la boulimie, ont les mêmes causes ou pas ? Alors oui, il y a des causes équivalentes. Alors, les deux sont des addictions, aujourd'hui on le sait. Ouais. Ce sont des addictions qui vont survenir sur un terrain particulier fait de fragilité. Mais comment on peut parler d'addiction alors qu'il n'y a pas de drogue en cause ? Parce qu'aujourd'hui on parle d'addictions sans drogue qui font référence à ce qu'on appelle les circuits de la récompense au niveau cérébral qui mettent en jeu les mêmes mécanismes que les drogues qui sont consommées. Brice, vous avez des élèves, vous constatez de temps en temps des élèves qui pourraient être atteints de boulimie, d'anorexie ? Non, je n'ai jamais été confronté, en tous les cas directement, à ce type de situation, de cas. Je vois bien que la question du corps, en revanche, devient une question de plus en plus importante. C'est une question normale à la base. C'est le corps, c'est ce qu'on perçoit de l'autre en tout premier. Mais là, on est dans des comportements tout à fait autres. Alors, vous dites, c'est incroyable, chacun porte des secrets de famille qui ont des incidences sur le comportement. Les secrets de famille peuvent créer de l'anorexie ou de la boulimie ? Alors, les secrets de famille sont un facteur ou des facteurs parmi beaucoup d'autres qui vont pouvoir entraîner des troubles alimentaires. Ce qui fait le secret de famille, c'est pas le secret, c'est la honte entachée au secret quand ça n'a jamais pu être véritablement ni parlé ni digéré. Ah oui. Alors bon, dans ce livre, ça fait un peu froid dans le dos parce que vous dites, la volonté, ça suffit pas pour s'en sortir, il faut autre chose. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut ? Mais la volonté, ça suffit pas parce que
On ne dit pas à une jeune anorexique « t'as qu'à manger, ça ira mieux Ouais. ». Parce que le problème alimentaire vient cacher l'arbre. C'est l'arbre qui vient cacher la forêt, avec toutes les difficultés qu'il y a derrière, qui sont ceux de l'adolescence, ceux de la famille, ceux des traumatismes qui ont été subis, ceux des histoires familiales qui peuvent encore avoir un impact sur la façon dont les parents vivent leur parentalité, etc. Alors les troubles des addictions, donc de ces deux maladies, doivent être traités. Enfin, les troubles de cette maladie doivent être traités comme des addictions, en fait. Tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, le traitement est celui de l'addiction en général. Alors les enfants, ils ont besoin de se sentir écoutés, mais est-ce que finalement, le rôle des parents, c'est d'accompagner cette souffrance Le rôle des parents... sans la subir. Le rôle des parents, il est compliqué, parce que d'abord, ils vivent avec ça depuis souvent plusieurs années. Souvent, ils n'en peuvent plus. Et après, il faut les aider à pouvoir se repositionner pour permettre à l'enfant de s'engager dans les soins. C'est ça le plus difficile. Mais alors la question banale, je suis anorexique, je suis boulimique, qu'est-ce que je fais ? Alors je viens vous voir, je viens vous consulter, il faut se faire soigner, mais il y a des thérapies ? Bien évidemment qu'il y a des thérapies. Alors d'abord, j'essaie de comprendre pourquoi je suis anorexique. À quoi ça me sert ? Parce que l'anorexie, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert surtout à calmer des souffrances qui sont antérieures. Et donc déjà, quand on comprend ça, on a déjà mis un pied dans les soins. Après, il y a tout un processus qui va faire appel à des professionnels différents, des diététiciens, des nutritionnistes, des psychiatres, des psychologues, des gens qui vont travailler. Il y a toute une équipe qui se met en place pour soigner ce mal. Sur l'approche corporelle, pour l'accompagner sur le chemin de la guérison. Mais on disait tout à l'heure, 600 000 personnes atteintes d'anorexie ou de boulimie, c'est énorme. Et c'est vrai que quand on regarde là récemment, il y a eu une affiche, une campagne de pub, je crois que c'est Saint-Laurent d'ailleurs, pour ne pas le citer, où on voit des mannequins d'une extrême maigreur. Et ça va contre votre combat. Ça va contre le combat. C'est surtout que ça donne une image extrêmement délétère de ce qu'est l'idée de la beauté, du corps, de la maigreur, comme une sorte de diktat sociétal. C'est ça le problème. C'est au-delà des problèmes de mannequinat, c'est aussi l'image que ça renvoie aux jeunes. Mais moi, quand je me balade, par exemple, dans la ville, aujourd'hui, avant, c'était à New York ou aux États-Unis, mais moi, quand je me balade dans Paris, je vois beaucoup d'obèses. C'est vrai. Même de plus en plus. Oui. C'est bien. Et des vrais obèses, pas une surcharge pondérale. C'est bien tout le paradoxe d'une société où on dit surtout résister à toutes les tentations que l'on vous propose. Alors j'ai des images, c'est un sujet justement sur la terrible mode de la maigreur. Regardons. Faire tenir le maximum de pièces dans le creux de sa clavicule. Être capable de cacher ses genoux derrière son téléphone ou encore dissimuler sa taille derrière une feuille A4. Voici quelques exemples d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Les défis minceurs, populaires ces dernières années auprès des adolescents du monde entier. Le but ? Prouver sa minceur sur les réseaux sociaux. Car une feuille A4 ne mesure que 21 cm de large. Or de face, la taille d'une Française est en moyenne de 30 cm. Pour obtenir une silhouette si fine, il faut souvent sauter des repas entiers. Les risques de troubles alimentaires sont alors immenses. Des défis particulièrement dangereux qui inquiètent les médecins. Le risque avec ces feuilles A4, c'est d'atteindre des états de dénutrition importants avec des conséquences graves sur la santé, mais aussi la possibilité d'entrer dans des maladies beaucoup plus graves comme l'anorexie mentale par exemple. Une maigreur, souvent érigée en modèle de beauté dans les publicités et les défilés de mode. En France, l'anorexie touche 230 000 personnes, dont 70 000 adolescents. Bon, un sujet grave. En tous les cas, votre livre est passionnant et assez facile à lire d'ailleurs. Merci. Alors, on va passer maintenant de la médecine à la politique. Plus rien à faire, plus rien à foutre. Alors, on constate qu'il y a de plus en plus de Français qui délaissent la politique, Brice. Qui s'en détournent. Ah oui. Alors, vous dites qu'il y a trois forces. Il y avait le centre, il y avait la gauche et la droite. Et maintenant, il y a une quatrième force. Et le Front National. Ouais. Il y a gauche, droite et FN. Et en fait, il y a quatre forces, effectivement, avec Emmanuel Macron. Et du coup, je pense que ça a un peu occulté l'émergence d'une attitude, d'un mouvement que je crois très puissant, qui est justement ce mouvement de détachement. Et là, ce sont des millions de Français qui, sans faire de bruit, sans colère, sans protestation, s'en vont. Mais s'en vont par wagon entier. Ouais. Mais il s'agit d'un fort courant de pensée ? Oui, c'est une attitude qui touche de plus en plus de Français, suivant les indicateurs qu'on utilise et suivant la fréquence aussi, parce que vous êtes un prafiste, praf pour plus rien à faire, intermittent et de faible intensité, ou au contraire de plus en plus régulier et habité par cette Mais c'est quoi ? C'est une rupture, comme vous dites d'ailleurs dans votre livre, rageuse ?
Ça peut plus rien à foutre de tous ces politiques. Non, ça peut prendre cette forme-là, ça peut être plus policé et moins violent. C'est une réaction, en tous les cas, qui va bien au-delà de la déception. Jusqu'à maintenant, on avait eu les croyants en politique, puis les déçus, vous vous souvenez, les déçus de Mitterrand, les déçus de Chirac, etc. Et là, depuis le double quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, mais également pour beaucoup d'autres raisons, il y a une déception à l'égard de beaucoup de choses, à l'égard de l'information, à l'égard de l'effondrement de la morale publique. C'est tout ça que j'ai essayé de comprendre pour saisir ces Français qui s'éloignent. Le point qui nous unit, je crois, c'est cette volonté de comprendre ce qui se passe. Quels sont les processus, pourquoi, pour essayer d'agir ensuite. Ah oui, c'est vrai, François Mitterrand promettait de changer la vie, Jacques Chirac, c'était la rupture sociale, et puis après, Sarkozy-Hollande, plus rien. Déception totale. Enfin, Nicolas Sarkozy avait aussi réactivé une très grande espérance. Et pour le coup, c'est justement après 2007, donc dans la dernière décennie dans laquelle on a vécu, qu'il y a eu une déception qui est allée au-delà de la déception, qui a vraiment provoqué un ébranlement beaucoup plus fort. Et des Français qui se sont dit, après 2 quinquennats, une alternance parfaite, tous les pouvoirs à droite, tous les pouvoirs à gauche, et malgré tout une crise du résultat, eh bien vous avez des Français qui se sont dit, tout cela, je prends de la distance. Alors, les affaires jouent également, la question de la morale joue. J'ai essayé de distinguer ceux qui nous disent, à l'égard de la politique, cela m'indiffère ou je suis dégoûté. Parce que quand quelque chose vous dégoûte, vous en détournez, donc dans les 2 cas, on se détourne, de ceux qui se disent en colère, parce que là, vous êtes encore en relation. Mais ça veut dire que cette colère fait qu'ils ne vont plus voter ? Alors ceux qui sont dégoûtés ou indifférents, qui ne sont pas forcément en colère, du coup, effectivement, vont prioritairement nourrir les bataillons des abstentionnistes. Mais le rôle d'une campagne électorale, c'est de les faire revenir dans le jeu, c'est de les réengager, de leur refaire espérer qu'il y a des hommes ou des projets suffisamment clairs et importants pour qu'ils reviennent dans le jeu démocratique. Alors, on va poser la question, vous votez ou pas, docteur ? Mais je vais voter, mais je ne sais pas encore qui. Ah oui, mais vous votez. Bien sûr. Et vous votez ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Bon, alors là, elles ne sont pas des prafistes. Mais il y a combien d'abstentionnistes, d'après vous ? 30%? Alors aujourd'hui, dans nos indicateurs, ce qu'on mesure, c'est un taux de participation faible pour la présidentielle, c'est-à-dire proche de ce qu'on avait connu en 2002. En gros, plus de 30% d'abstentionnistes. C'est énorme. Je rappelle qu'en 2007 ou en 2012, on était à 20% environ, j'arrondis, d'abstentionnistes. Là, ça pourrait être 10 ou 12 points de plus. Donc c'est énorme, c'est un vrai phénomène. Il avait été, moi je trouve, un peu trop mis de côté, un peu trop occulté. C'est un effondrement de la morale politique, on peut dire ça ou pas ? La morale publique, ça va au-delà de la morale politique. Il y a des critiques à l'égard des politiques, bien entendu, mais vous avez eu également dans la sphère entrepreneuriale des chefs d'entreprise qui ont failli, dans la sphère sportive aussi, des idoles qui ont failli. Donc la société française, elle émet beaucoup de signes où tous ceux auxquels on pouvait s'identifier, mais finalement, tout cela a été ébranlé. Je crois que le dernier qui portait quelque chose qu'espèrent de nombreux Français, c'est plutôt quelqu'un comme Nelson Mandela. Moi, j'étais très frappé de voir l'onde de choc qu'il y a eu à la mort de Nelson Mandela, parce que ce qui a résonné, c'est qu'on n'en a plus des gens comme ça. Mais alors vous parlez de l'influence des réseaux sociaux, de l'influence de la télé-réalité, tout ça, ça joue ? Oui, parce que vous avez une partie... D'abord, vous avez une fragmentation des audiences médias. Donc, de plus en plus, ce qui nous unit, les référentiels communs développés par les médias, se raréfient. Il y a 15 ans, je ne veux pas caricaturer, mais les audiences étaient massives et une grande partie de la France avait vu le programme du dimanche soir, parler des mêmes films, etc. Ça, c'est terminé. Et du coup, vous avez des référentiels qui tournent beaucoup autour de la consommation. On est aussi dans une société de l'hyperconsommation. Donc, on développe cela dans les journaux télévisés. Ce n'est pas une culture de la citoyenneté, c'est une culture de la consommation. Et le revers, c'est qu'on développe aussi beaucoup la nostalgie de la tradition. Les villages d'antan, comme c'était mieux avant, etc. Mais on n'en peut plus de la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Alors vous avez plus spécifiquement, effectivement, par rapport à la politique, aussi non seulement de la désillusion, mais de la distance, du rejet, des critiques et toutes les affaires. Même si la vie politique est beaucoup plus saine, il faut le dire aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais toutes les affaires viennent réactiver ce fond de... Alors il y a un vote caché quand même qui représente un véritable enjeu. Il y a un vrai vivier potentiel. Tout est potentiel. possible encore. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui vont bouger et qui sont possibles. Moi, je crois qu'il y a une bataille du PRAF à livrer par les candidats. C'est-à-dire, ils doivent s'efforcer. Je ne sais pas si les académiciens vont être d'accord avec vous. Le mot PRAFiste n'est pas encore rentré dans le petit Larousse ou le Littré. Non, et d'ailleurs, il n'a pas forcément vocation à rentrer dans le dictionnaire. On va reparler dans un instant, et puis on va parler un peu d'Ipsos, parce que j'ai 2-3 questions à vous poser. Alors ça, on va plonger dans le temps. 5 colonnes à la une, vous avez connu. Et Joseph Pasteur interviewait Georges Gallup
à propos des sondages. Des images que nous a retrouvées Anne Beaugrand. Regardez. Docteur Gallup, je suppose que le but de ma visite ne vous surprendra pas. Je suis venu tout spécialement de Paris pour vous demander de nous dire, à 3 jours du scrutin, quel est le résultat de votre dernier sondage en vue des élections présidentielles. Monsieur Pasteur, il y a eu un changement stupéfiant dans la situation électorale pendant cette dernière semaine. Sur la base de nos sondages de la semaine dernière, nous nous apercevons que le sénateur Kennedy a pris une grande avance. Les derniers chiffres donnent 51% des voix pour Kennedy, 45% pour Nixon et 4% d'indécis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul sondage à publier avant le résultat final. Alors tout est tellement fou maintenant qu'on ne sait plus très bien, alors je ne vais pas vous attaquer, mais les sondages se sont trompés à plusieurs reprises récemment. C'est vrai, c'est faux et c'est un peu un stéréotype de dire ça. Vous avez eu raison de rappeler Georges Gallup parce que c'est le fondateur des sondages. Voilà. Ouais. Et justement, il a démontré qu'avec des échantillons représentatifs, on disait des choses beaucoup plus justes qu'à travers des consultations. Vous n'avez aucune notion de représentativité. Alors, il y a eu des ratés, c'est incontestable. On travaille d'ailleurs tous depuis toujours à essayer de limiter nos biais. Mais il ne faut pas, dans une série d'une centaine d'élections où vous avez des sondages en permanence, ne retenir, ça c'est un biais cognitif, que les 3 où vous avez pu avoir des ratés. Mais c'est dans l'esprit français, ça, vous le savez bien. On a bien critiqué. Je dis que les Français se socialisent par le doute et la critique. Mais à un moment donné, le doute systématique devient extrêmement corrosif, y compris dans le pays de Descartes. Bon, alors là, je vais vous embêter un peu parce que je vais vous mettre dans une position délicate. On est obligé, vous êtes d'accord. Alors, qui sera président? Alors, vous n'êtes pas Madame Soleil, bien sûr, mais comment les choses se dessinent là, en ce moment? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, d'abord, les Français vont continuer, je pense, à hésiter, parce qu'aujourd'hui, ce qui est frappant dans cette campagne électorale, c'est le taux d'indécision. La campagne n'a pas vraiment démarré. On a des affaires qui viennent polluer, au sens presque technique du terme, la campagne, c'est-à-dire occulter les thèmes, les controverses, les échanges. Donc, il est difficile de faire, évidemment, une prédiction à 2 mois. Et de toute façon, ce n'est pas l'objet. Je ne suis pas Madame Irma, vous avez raison. On essaye de comprendre les mouvements. Ce qu'on voit bien, c'est que Marine Le Pen a un socle extrêmement solide. Donc, a priori, elle est bien partie pour être qualifiée pour le second tour, entre 25 et 27% depuis maintenant des mois. On voit bien les difficultés d'un Benoît Hamon. Et après, vous avez Emmanuel Macron et François Fillon. Où mais tout est possible encore, tout est ouvert. Tout est ouvert. Sur la qualification pour le second tour, entre Emmanuel Macron et François Fillon, aujourd'hui, on est incapable de trancher de manière définitive. Avantage Emmanuel Macron, mais il n'y a pas encore de cristallisation du vote. Pour Marine Le Pen, ça semble plus avancé. Mais vous savez, dans cette campagne, il faut quand même être prudent. On a vu de tels bouleversements. Moi, je ne sais pas ce qui se produirait si demain, il y avait, Dieu nous en préserve, un attentat terroriste ou des révélations tout à coup tout à fait étonnantes sur tel ou tel candidat. J'essaie de ne pas dire tout est possible non plus, parce qu'à ce moment-là, on est dans tout est possible, tout peut arriver, et il n'y a plus aucune rationalité. Je pense que les Français sont en réalité assez rationnels. Ils frayent leur chemin pour imposer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Ils ne voulaient plus de François Hollande, ils lui ont fait savoir à travers les enquêtes. Ils ne voulaient pas de Nicolas Sarkozy, ils se sont... Et puis aux primaires, ils ont utilisé la primaire. Ils ont éliminé Juppé, ils ont éliminé Manuel Valls, et là, ils sont en train d'essayer de déverrouiller le système. Donc moi, je trouve qu'ils sont assez avant d'aller voter, plus rien à faire, plus rien à foutre, prix du livre politique, c'est vrai qu'on apprend des tas de choses. Vous avez le temps d'aller au théâtre ou pas, Brice? Ça m'arrive, mais là, je fais quand même vous travaillez beaucoup. trop, je travaille trop. Je suis un névrosé du travail, alors, je sais. Béatrice Constantini, qu'on peut applaudir au théâtre Beau-Saint-Martin. Alors, vous êtes un personnage. Je vais raconter un peu, parce que peut-être que le public ne vous connaît pas, parce que vous étiez toujours aux 4 coins du monde. Vous rêviez d'être star aux États-Unis. Votre père était producteur de cinéma. Il n'était pas content que vous fassiez ce métier, mais vous allez faire l'I Strasberg, qui est la plus grande école de théâtre. Vous apprenez le chant, la danse, et vous présentez un premier show musical à Broadway. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. C'était une épreuve extraordinaire d'être une petite Française arrivant à New York et puis passant des auditions. Et puis d'un seul coup, les gens qui vous disent on vous engage, et j'ai fait mon premier show à New York. Voilà. Alors vous avez tourné quand même au cinéma, non, avec des tas de grands cinéastes, Buñuel, Costa-Gavras, Truffaut, Otoniette, Étienne Châtillez. Alors moi, vous êtes très éclectique dans vos rôles quand on vous voit au cinéma, même si ce sont des petits rôles, par exemple. Oui. Dans Camping, vous êtes Madame de Brandt. Oui, absolument. Oui. Une sorte d'aristo snob, un peu chic. Oui, qui veut absolument se faire les seins. Oui. Voilà. Dans mon incroyable, carrément. Voilà. Vous l'avez dit, c'est bien. Dans mon incroyable fiancé, vous êtes une sexologue. Exactement. Vous connaissez bien le sujet alors, hein? Oui, tout à fait. Et dans Maigret, vous êtes la Grande Thérèse. La Grande Thérèse, c'est quoi?
C'est une prostituée. Ben voilà, et oui. Donc c'est quand même très éclectique, hein, vos rôles. Tout à fait. Alors, vous partez en Asie, vous deviez rester un mois, vous restez un an. Oui, même plus. Même plus, Je suis restée sur une période de 3 ans, je suis restée 16 mois partie. Oui. Alors, vous présentez un premier spectacle, c'est Béatrice en plein cœur. Ça, vous racontez votre vie sentimentale assez mouvementée, assez tourmentée. Oui, à travers des chansons. Et des chansons d'amour. Hein. Des chansons d'amour, avec les déboires d'une femme au fil des ans, qui croit que tout va bien arriver, puis finalement, il y a des hauts, des bas. Enfin, la vie, quoi. Bah oui. Alors, vous demandez ensuite à vos musiciens de réunir toutes les chansons célèbres de Paris. Oui, c'était amusant parce qu'on me disait, mais alors, t'es tout le temps parti. T'aimes plus Paris. Et d'un seul coup, ça m'a fait tilt et j'ai dit, ah, ben voilà, ça peut faire un thème, un très beau thème, de faire les chansons de Paris que tout le monde connaît, parce que c'est vraiment, évidemment, le patrimoine, mais il faut les revisiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut les revisiter pour que les jeunes générations puissent les entendre comme si c'était des tubes actuels. Donc c'est vrai j'ai eu Michael Lecoq qui a fait des très beaux arrangements, et du coup, les gens, c'est amusant, parce que tous les jeunes ne connaissent pas les chansons. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas J'aime Paris au mois de mai, sous le ciel de Paris? Non, ça je peux vous dire, pas du tout. Ouais. Et ils connaissaient 1 ou 2 titres, et ils ne connaissaient pas. Et j'ai une très, très charmante violoniste qui m'accompagne, qui est très talentueuse, très belle, Caroline Stenger. Elle ne connaissait rien du tout, elle ne connaissait pas un titre. Ouais. Et d'un seul coup, poum, c'est parti. Ouais. Et c'est devenu, voilà. Je vous arrête. Alors, par exemple, J'aime Paris au mois de mai. Ça commence comment, pour voir si vous avez toute votre voix, ici, a cappella? J'aime Paris au mois de mai, quand les beaux gens renaissent, qu'une nouvelle jeunesse... Voilà, il y en a une autre que j'aime bien, moi, de Charles Trenet, Revoir Paris. Ah, ça, c'est la plus belle des chansons, oui, après la guerre. Justement, parce que comme je chante à un moment donné, J'aime plus Paris, du fils du tronc. Je chante les 2 chansons du père et du fils. Et je chante J'aime plus Paris, et puis j'ai dit, et pourtant, revoir Paris, un petit séjour d'1 mois, revoir Paris... Voilà. Ouais. Bon, écoutez, on va se faire une raison. On a des images de votre spectacle, oui. Mais aller au théâtre, c'est quand même beaucoup mieux. Regardons. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Oui. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Vous n'avez pas le temps d'aller au théâtre, mais vous allez lui offrir 2 places. Mais bien sûr. Et peut-être qu'il va vous offrir son livre, on va faire du troc. Bien sûr, on va faire du troc, on a déjà commencé. On a déjà commencé. Oui. Alors maintenant, vous vivez à Paris sur une péniche? Exactement, oui. Face à la Tour Eiffel. Oui. Dites-moi, c'est un travail en famille, parce que je crois savoir que le metteur en scène est votre compagnon. Absolument. Oui, alors c'est pas évident de travailler en famille, non? Eh bien écoutez, c'est formidable, parce qu'en plus, il a écrit une très jolie pièce qu'on va jouer, bon ça c'est une information en plus, oui. Que je vais commencer avec Pierre Santini, à Avignon, au mois de juillet. Pierre Santini sera sur ce plateau dans quelques jours. Et ben voilà. On peut savoir quelle pièce? Ça s'appelle L'amour secret des Warren. Ah oui, mais c'est une pièce d'un auteur célèbre ou pas? C'est de mon compagnon. Ah, c'est votre compagnon? Jean-Luc Goulfo. Et oui, finalement, c'est pas plus mal de travailler en famille. Non, mais on s'entend très bien. Oui. Dites-moi une question. Vos élèves à Sciences Po, alors, oui. À quoi ressemblent-ils? Est-ce qu'ils ressemblent à rien à faire, rien à foutre, etc. Non, ah non, plus rien à faire, plus rien à foutre. Au contraire, ils sont très... Ceux-là sont intéressés encore par la politique, par beaucoup de choses, et ils viennent pour apprendre. Ouais. Donc ils ne sont pas dans ce détachement à l'égard de la politique comme je l'analyse là. Mais malgré tout, j'ai bien vu en 15 ans que je n'avais pas les mêmes étudiants aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années. Qu'ils sont également plus suspicieux à l'égard du monde politique, à l'égard des enquêtes d'opinion, à l'égard des médias, plus critiques, plus en retrait. C'est pas plus mal, non ? C'est même très bien. Développer l'esprit critique, c'est très bien. Après, il ne faut pas tomber dans soit des stéréotypes, et il faut arriver à retomber sur ses pieds. Et vous, vos élèves, docteur, puisque vous enseignez? Ils ont changé aussi beaucoup. Ils sont beaucoup plus studieux, beaucoup plus formés que nous l'étions, beaucoup plus réguliers dans leur travail, parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences aussi qui sont demandées dans les études de médecine. Mais est-ce que dans tous les cas dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas soigner? Bien sûr, il y a des cas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas soigner quelqu'un?
Malheureusement, on peut arriver à des situations dramatiques. Il y a beaucoup de suicides ou pas ? Il y a beaucoup de suicides. 20 à 30% de jeunes vont en tout cas tenter de se suicider. Alors vous êtes une artiste plutôt classique dans votre genre. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle chanson française ? Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a plein de jeunes que j'adore. J'adore Benjamin Biolay, j'adore Benabar, j'adore. Ouais. J'adore Zaz. Enfin, il y a plein de jeunes que j'aime énormément. Moi, je suis plus classique. C'est l'école. J'étais très intéressée Je suis très intéressée parce que j'avais entendu sur France Info une interview de monsieur. J'avais été très happé et interpellé. Je vais être obligé de vous interrompre parce que l'émission se termine. J'en profite pour dire que le Salon mondial du tourisme revient à Paris, 42e édition, du 16 au 19 mars. Pardonnez-moi. Non, mais ça fait rien. Alors, je récapitule quelques secondes. Anorexie boulimite, Vincent Dodin, Brice Teinturier, plus rien à faire, plus rien à foutre. Et on court au théâtre Beau-Saint-Martin pour voir votre spectacle Made in Paris, sur tous les 4 tous les 3. Mille merci. Merci. Cette émission matinale sur France 3 vous a été présentée par Bel M, fabricant français de portes d'entrée.